Bonjour à tous. Souvenez-vous, la polémique a fait grand bruit. C'était il y a un an. Certains évêques exprimaient leurs réserves quant à l'utilisation des dons du Téléthon, car une partie de l'argent récolté finance la recherche à partir de cellules souches embryonnaires. Cette année, certains évêques interpellent à nouveau les chrétiens sur leur responsabilité éthique. Nous allons essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Le but de ce KTO Magazine n'est pas de prendre position pour ou contre le Téléthon, mais de s'interroger sur les enjeux scientifiques, éthiques et médiatiques de ce grand élan de générosité. Et ce, afin que nos téléspectateurs puissent se forger leur propre opinion. Avec nous sur ce plateau, le docteur Xavier Mirabel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cancérologue à Lille. Vous êtes également président du mouvement Alliance pour les droits de la vie. Voilà. Face à vous, on accueille Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines et auteur du livre Bioéthique, l'homme contre l'homme. C'est paru ces jours-ci aux presses de la Renaissance. Absolument. Et puis à vos côtés, Patrice de Plinquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, vous animez également un blog d'actualité chrétienne. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de cette polémique sur le Téléthon un an après? Qu'en pensent les catholiques français? Nous sommes allés recueillir une série de réactions du côté de l'église Saint-Louis-d'Antin à Paris. Regardez Guillaume Roubert. Ça me semble inadapté de donner de l'argent à de la recherche qui va détruire des embryons. Je sais qu'il y a un différend entre l'Église justement et les scientifiques. Je trouve dommage que l'Église ait une position que je trouve tout de même un peu rétrograde. Beaucoup de gens se sont fait un peu avoir dans cette question-là. Et à mon avis, heureusement, l'Église de France a réagi. Je pense qu'elle aurait peut-être pu réagir de manière encore plus déterminée. En fait, je pense que c'est un problème excessivement difficile à résoudre, le fait de savoir si il ne peut pas y avoir de dérive en utilisant certaines pratiques médicales. Il faut faire débat. Pour autant, ça ne remet pas en cause pour moi la valeur fondamentale du Téléthon, qui est un grand mouvement de financement pour les maladies orphelines et les maladies génétiques. Je ne chercherai pas à dissuader quiconque de donner pour le Téléthon. Par contre, qu'il y ait un débat sur les questions d'éthique et les questions de recherche sur les embryons, bien sûr, parce que moi je suis contre. Cette sélection de l'être humain, ça me dérange. Et quoi d'autre me dérange? Oui, un tapage médiatique qui fait que on va en appeler au bon cœur des personnes et que derrière, c'est vrai que l'utilisation des fonds n'est pas forcément hyper claire. Je me demande souvent où va mon argent, où va notre argent. C'est pas parce qu'on vous met quelqu'un de célèbre pour ramasser de l'argent que vous êtes sûr que cet argent arrive où il doit arriver. Il faut quand même continuer à donner, mais demander plus de précision sur tout ce qui concerne la recherche. La recherche doit aller vraiment le plus loin possible. Patrice de Plinquette, est-ce que vous avez l'impression, un an après, que les catholiques français ont bien compris ce qu'ont dit les évêques à l'époque? Eh bien, ce que nous venons de voir montre qu'il y a une prise de conscience, curieusement, plutôt chez les plus jeunes, et c'est plutôt les plus anciens qui tiennent le discours scientiste, c'est-à-dire il faut laisser la science trouver, il faut appliquer tout de suite tout ce que la science trouve. Or, ce que l'Église dit, c'est que la science doit chercher et qu'elle doit trouver, et d'ailleurs que ce qu'elle est en train de trouver en ce moment est absolument extraordinaire, une révolution scientifique. La découverte du professeur Yamanaka, dont on parlera tout à l'heure, de Tokyo, qui est absolument qui rend obsolète la filière de manipulation, fabrication, destruction des embryons humains. Alors apparemment, les 30-40 ans le savent. Curieusement, les plus de 60 ans n'ont pas l'air de le savoir. Alors là, peut-être que pour nous autres journalistes, ça pose un problème, je dirais, d'impact et de créneau. Il y a une niche. Concrètement, qu'ont dit les évêques l'an dernier? Les évêques l'an dernier, tout est parti du diocèse de Toulon, la note de Pierre-Olivier Arduin, disant « il y a un problème ». Le diocèse de Toulon a été aussitôt attaqué. Il a répondu en disant « ce n'est pas une question de conviction religieuse, c'est une question d'utilisation des fonds à des filières qui ne sont premièrement pas productives sur le plan thérapeutique et deuxièmement très critiquables sur le plan éthique, c'est-à-dire sur le plan anthropologique, un plan sur lequel les laïcs et les chrétiens peuvent être parfaitement d'accord. Il ne s'agit donc pas d'une guerre de religion et surtout pas d'une guerre contre le Téléthon, qui a fait d'excellentes choses par ailleurs. Monseigneur Dubost a d'ailleurs rappelé que l'importance de cette générosité, par exemple.
Monseigneur Dubost, à l'époque, l'avait très bien dit, et du reste, tous les évêques qui sont intervenus en 2006 l'ont dit de manière très claire. Donc ils n'appelaient pas au boycott? Et personne n'a appelé au boycott. Parce qu'on a quand même fini par croire que les évêques étaient contre ces dons. Parce que c'était tellement plus facile pour les médias, bon, je ne veux pas tirer sur les confrères, mais on va toujours au plus facile, de laisser croire que l'Église appelait à boycotter une œuvre très populaire, très médiatique, et apparemment extrêmement humanitaire. Alors dire ça, c'était susciter un scandale, et comme on le sait, les scandales, c'est payant en termes d'audimat. Donc voilà, c'est un scandale médiatique qui a été fabriqué en déformant et en durcissant abusivement les vraies questions que posait l'Église catholique. Mais dès ce moment-là, on s'est rendu compte que des généticiens importants, je crois me souvenir qu'Axel Kahn était intervenu, après de 15 jours de polémiques, de hurlements, de Dunkerque à Marseille, tout le monde s'engueulait, et des scientifiques sont intervenus pour dire mais c'est vrai qu'il y a un problème du Téléthon. D'abord parce qu'il assèche complètement les sources de financement privées, et en les canalisant dans des directions qui sont choisies par les dirigeants du Téléthon, mais pas par l'opinion publique, ni par la communauté scientifique au sens large. Donc l'Église, finalement, peut-être, n'avait pas complètement tort de soulever le problème. Mais somme toute, on avait quand même l'impression qu'il y avait un peu des voix dissonantes au sein de l'Église. Il y a eu quelques voix dissonantes, peu nombreuses, et bon, je ne veux pas non plus, alors là ce sont les évêques que je ne veux pas avoir l'air de critiquer, ceux d'entre eux qui ont parlé, je dirais, dans le sens du Téléthon, n'avaient visiblement pas beaucoup étudié le dossier, et ils ont parlé parce que des bonnes âmes étaient venues leur dire il faut dire quelque chose parce que on doit être solidaire, on doit être près des gens, etc. Comme si le problème était d'être près des gens. Naturellement, le problème n'est pas là. Le problème est tout à fait autre. Docteur Mirabel, vous êtes un professionnel de la question. Le Téléthon existe depuis 20 ans. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu l'Église parler de cette question avant l'an dernier ? Oui, depuis fort longtemps quand même. Je pense que l'interrogation, elle est rémanente depuis des années. Mais l'an dernier, il y a eu une explosion médiatique à la suite de cet article mis sur le site du diocèse de Toulon qui s'est terminé par « Faut-il boycotter le Téléthon ?» point d'interrogation, et qui a suscité cette vague médiatique qu'on connaît. Mais pourquoi ça fait plus de bruit l'année dernière que peut-être les prises de parole précédentes ? Je pense que peut-être aussi il a fallu que ces prises de parole se répètent de façon moins visible pour que tout d'un coup ça puisse émerger. Peut-être aussi que le ton l'année dernière a été plus net de la part de l'Église parce qu'elle n'était pas entendue depuis fort longtemps, alors qu'elle ne cesse de questionner le Téléthon et la recherche scientifique en général. Parce que ce qui se passe pour le Téléthon, c'est ce qui se vit pour toutes les associations, tous les mouvements qui souhaitent protéger et soutenir les personnes handicapées. Partout, que ce soit dans le milieu du handicap mental, du handicap physique, on a eu cette espèce de division interne entre ceux qui se préoccupent de soigner avant tout, de soutenir les personnes qui sont là, et puis ceux qui sont prêts à investir dans une recherche au risque de remettre en cause la vie de la personne handicapée elle-même, au risque d'aller vers une forme de sélection. Et donc, cette souffrance, cette division interne dans tous ces mouvements, elle existe naturellement, elle est inévitable, mais dans le Téléthon, le problème, c'est que le Téléthon, ça représente tellement d'argent, tellement de puissance médiatique, qu'effectivement, là, ça nous met devant une difficulté aiguë. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes député des Yvelines, adjoint au maire de Rambouillet, vous êtes un homme de terrain. Comment, à l'époque, vous avez vécu cette polémique, vous qui organisez, ou en tout cas, il y a des manifestations qui s'organisent dans votre commune? Oui, avec, je crois, la même difficulté que rencontrent tous ceux qui se frottent, si j'ose dire, à ce dossier, c'est-à-dire cette formidable ambiguïté. D'un côté, des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens, qui consacrent à la préparation des manifestations organisées par les communes un temps infini, enfin qui est 2 jours pleins avec une nuit au milieu, qui sollicitent les bonnes volontés, qui organisent ce qui est également un moment de convivialité, de rassemblement dans un monde dans lequel ces moments sont les bienvenus, parce qu'il n'y en a finalement pas tant que ça. Une générosité qui n'est pas contestable. Non, et qui n'est pas contestable, et qui est que personne, d'ailleurs, à ma connaissance, n'a mis en cause, mais qui est une des difficultés, parce que il y a certes le Téléthon, les fonds, et les perspectives, supposées-elles, thérapeutiques ouvertes par la recherche, mais il y a aussi, d'un autre côté, les dizaines de milliers de personnes qui œuvrent pour que les manifestations soient organisées jour après jour. Et une des difficultés des prises de position sur ce sujet, c'est que on ne veut pas donner l'impression, et on a raison, j'allais dire, d'entrer frontalement en collision avec toutes ces personnes dont le dévouement et les intentions ne sont absolument pas contestables. Et ça fait une des difficultés du sujet. Et donc, je suis très heureux que l'Église ait parlé dans ce sens pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est bien qu'elle parle sur les sujets de société.
Et je me réjouis de voir que la conférence épiscopale, depuis une grosse dizaine d'années maintenant, celui qui avait réactivé ces choses, c'était un peu Monseigneur Billet, autant que je me souvienne, qui avait fait reprendre pied à la conférence des évêques dans les débats publics, et c'est très bien ainsi. Elle le fait deuxièmement de manière extrêmement respectueuse et en respectant tous les équilibres à la fois, et ça n'est pas simple. Et dans les équilibres à respecter, il y a ce que disaient M. Plinquet et M. Mirabel à l'instant, c'est-à-dire il y a malgré tout de la recherche qui est bonne en tant que telle, enfin qui n'est pas mauvaise en tant que telle, au contraire. Il y a la bonne volonté des gens qu'on vient d'évoquer. Il y a les fonds qui viennent avec cette générosité qui est bon. Et puis, il y a à côté de ça l'utilisation de tous ces éléments qui peut être, elle, l'occasion de dérives extrêmement graves. Et l'équilibre de l'Église à vouloir interroger et appeler les consciences en mettant les chrétiens dans la responsabilité. Si vous voulez financer le Téléthon, sachez-le. Mais alors cette année-là, 2007, vous avez des manifestations pour le Téléthon, et notamment dans les paroisses à Rambouillet? Ah, dans les paroisses, non, ne participent pas à ces activités localement, ni la paroisse catholique, ni la paroisse protestante. C'est plutôt les sportifs et les associations de jeunes les mouvements de jeunes qui sont actifs sur ces choses-là. Mais les paroisses et les mouvements sociaux, associations à caractère social même sont pas très participants. À Rambouillet, ça peut évidemment être le cas tout à fait ailleurs. Une réaction aussi du côté des organisateurs du Téléthon. Qu'est-ce qui a été dit il y a un an suite à cette prise de position des évêques? Alors il y a un an, les organisateurs du Téléthon l'ont pris de très haut. Ils ont refusé qu'un débat s'ouvre. Ils ont exclu les dons fléchés, c'est-à-dire que le Téléthon fasse comme la plupart des autres initiatives de ce genre font, c'est-à-dire que les gens puissent dire je donne, mais je désire que ça aille plutôt vers telle œuvre plutôt que vers telle autre, et en tout cas je ne veux pas que ça aille vers telle filière. Mais pourquoi l'AFM ne voulait pas communiquer sur l'affectation des dons? Eh bien, il n'y a pas eu de réponse. Ils se sont contentés de dire qu'il n'y avait qu'1,5 à 2% des fonds qui allaient à la filière du professeur Péchanski, pour ne pas le nommer. Et ça, c'est pas une réponse, déjà, de dire que... Déjà, c'est pas une réponse. Ensuite, ils ont fait une deuxième réponse. Ils ont fait une deuxième réponse qui en était encore moins une, qui était de dire, mais c'est légal. La loi l'autorise, la loi est pour ces recherches, par conséquent, on ne doit pas les critiquer. Alors ça revient à dire aux gens, l'objection de conscience est interdite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société où l'objection de conscience serait interdite ? On sort de la société libérale, libertaire, chère aux médias. Dans quelle société entre-t-on? On retrouve un petit peu ça quand un journal dit à Monseigneur 23, est-ce que vous ne trouvez pas que l'Église se marginalise en n'allant pas dans le sens du courant dominant de l'opinion? Mais un journaliste n'est pas là, c'est pas le chien de garde, comme disait Serge Halimi. Un journaliste n'est pas là pour imposer le courant dominant de l'opinion. Il est là pour donner un reflet, une photo, une description de l'état de la société. Mais il n'est pas là pour imposer quelque chose. Alors tout ça est un petit peu trouble et troublant. Une réaction, Xavier Mirabel? Les réactions l'année dernière ont été quand même surprenantes parce qu'il y a eu une grande raideur de la part du Téléthon, alors que les questions étaient posées, je pense, paisiblement. Beaucoup de mépris. Et, oui, beaucoup de mépris. Voilà, c'était un peu hautain, enfin, disons vraiment. Est-ce qu'ils n'avaient pas peur que ça freine la générosité des gens, tout simplement? Le constat qu'on peut faire après, c'est que ça ne va pas freiner, justement. Donc, je pense qu'on est d'autant plus serein aujourd'hui pour poser les questions, qu'il n'y a pas eu cet impact. Mais ça, ils ne le savaient pas à l'époque. Bon, on ne savait pas à l'époque. C'est vrai qu'ils avaient sûrement peur d'un impact négatif. Et peut-être que cet impact négatif, il va arriver d'ailleurs avec le temps, parce que le fait de semer une question va sûrement interpeller les donateurs. En tout cas, moi, je vois dans la raideur du Téléthon à répondre que sans doute les questions étaient très fondées. Si les questions avaient été vraiment d'un faible intérêt, n'étaient pas vraiment si sérieuses que ça, ils auraient pu répondre plus facilement. Et là, leur gêne traduit sans doute que plus profondément, je pense au cœur même de la structure, il y a une vraie question qui se pose. Vous dites le débat était serein, pas tant que ça. Il y a beaucoup de catholiques qui se sont sentis heurtés, culpabilisés par ce qui avait été dit par les évêques. Oui, moi j'ai lu ce qui avait été dit par les évêques. J'ai toujours une interrogation quand je comprends des réactions épidermiques, mais je ne suis pas sûr que ceux qui ont été si choqués soient vraiment allés en profondeur dans ce que nos évêques ont pu dire. Et dans ce sens-là, je pense que c'est bien qu'on ait une émission comme ça aujourd'hui pour aller réexprimer toute la délicatesse, la douceur du message qui a été donné. Il ne s'agit pas de condamner le Téléthon, il ne s'agit pas de condamner les bénévoles, il ne s'agit pas de refuser de donner. Il s'agit simplement, dans toute cette immense générosité, d'aller remettre en cause ce qui est absolument inacceptable et qui le restera. Et heureusement que l'Église est là pour rappeler ce caractère inacceptable.
l'argument aussi c'est légal, il est particulièrement intéressant et insupportable. Se réfugier dans le c'est légal. Heureusement que le Téléthon ne fait rien d'illégal pour commencer quand même. C'est vrai, ça serait quand même le comble ça. S'il faisait des trucs en Valois, on serait quand même choqué. Deuxièmement, si c'est vraiment légal, ça veut dire que le législateur quelque part a autorisé des pratiques qui heurtent profondément toute une frange de la population française. Et donc, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on en parle. Si c'est légal, comme le dit Téléthon, alors vraiment, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a un gros problème. Un an après, Monseigneur 23 a évoqué cette question dans le discours de clôture de l'Assemblée plénière des évêques de France, celle qui l'a élu président de la conférence épiscopale. Il dit ceci, Monseigneur 23, « Nous admirons la générosité qui anime ceux qui participent au Téléthon et nous n'avons pas l'intention de jeter le discrédit sur cette générosité qui porte ses fruits. » Et puis un peu plus loin, il rajoute « Mais la générosité ne légitime pas tout. » Qu'est-ce que vous en pensez sur ce plateau ? Il y a tout ceci ressorti d'une espèce d'illusion folle. Elle est double. La première, c'est que la science guérira de tout. Et la deuxième, c'est que dans la science, un certain type de recherche à partir d'un certain type de cellules embryonnaires peut guérir encore plus vite que prévu et renforcer l'assurance première que, effectivement, on guérira de tout. Il y a derrière tout ce débat, comme dans la majorité des débats à caractère bioéthique, cette illusion-là, une confiance démesurée dans la capacité de la raison humaine à venir à bout des difficultés que lui pose la nature, et en particulier la matière, et à partir de là, le fait que, à contrario, si j'ose dire, tous ceux qui empêchent l'essor de la science, la domination de l'homme sur la nature, qui est dans la jeunesse du reste, hein, c'est une vieille affaire, ça, dominer la nature et soumettez-la, c'est pas une invitation hasardeuse, c'est pas fortuit. Donc on comprend les racines de cette volonté de dominer. Tout ce qui empêche l'essor de la science, le progrès dans toutes les directions, eh bien, sont réputés des empêcheurs de guérir en rond, si j'ose dire. Et à partir de là, beaucoup des réactions qui sont du milieu scientifique, qu'ils soient des laborantins purs et durs, si j'ose dire, ou des choses qui sont à la frange entre l'action médicale et puis la recherche fondamentale, comme c'est le cas de la FM ou de ces gens, autour du Téléthon, ma foi, ils ont la réaction épidermique, j'allais dire majoritaire, c'est-à-dire vous voulez nous empêcher de trouver la solution alors qu'on est sur le point de la trouver, de quoi vous plaignez-vous ? Et nous répondons-nous à ça, le progrès scientifique oui, la recherche oui, mais pas à n'importe quel prix et pas au détriment de la nature humaine. Parce que la question de fond qui est derrière ça, c'est toujours la même question, savoir qui est homme et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs pas sur des fausses pistes. Parce que le problème, c'est que la piste défendue est une fausse piste sur le plan thérapeutique. Mais de toute façon, enfin, les gens auraient tendance à croire, c'est souvent le mot qui sort, il faut tout faire pour soigner. Mais non, il ne faut pas tout faire pour soigner. Justement non. Justement non. Et enfin, moi, impliqué dans des protocoles de recherche, au quotidien, comme soignant, on s'interdit des pistes de recherche qui seraient éventuellement intéressantes. On va s'interdire de faire de la recherche sur quelqu'un sans son consentement. Pour des raisons éthiques, ce serait peut-être très pratique pourtant de faire comme ça. On va s'interdire de faire de la recherche sur les prisonniers. Ce serait pourtant très commode, peut-être qu'on avancerait plus vite. On va s'interdire de faire de la recherche sur les personnes souffrant d'un handicap mental parce qu'elles ne peuvent pas consentir vraiment. Pourtant, ça serait peut-être tellement commode. Donc on se ferme des pistes, mais heureusement qu'on se les ferme, parce qu'on sait qu'il faut les fermer. La recherche, elle est au service de l'homme. Et chaque fois qu'elle se prend les pieds dans le tapis à vouloir contredire la dignité de la personne humaine ou prendre des risques, ne serait-ce que prendre des risques sur le respect de l'homme, à ce moment-là, je pense qu'elle fait vraiment fausse route et qu'elle se contredit elle-même. Alors, comment des familles qui sont directement concernées par le Téléthon prennent en compte la réflexion de l'Église sur le sujet? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Exemple chez les Barrois, une famille qui vit en région parisienne. C'est un reportage de Guillaume Roubert. Tiens, arrête, tu m'en regardes. T'as vu ce qu'ils ont écrit ? Le grand virage des traitements, c'est maintenant. Cette année, les Barrois ne composeront pas le 36-37 pour donner au Téléthon. Il y a des virages que je ne conçois pas de vous laisser prendre parce que le clonage et la recherche sur des embryons, je suis désolée, mais c'est des êtres humains, ce sont des enfants. C'est maintenant qu'il faut dire, on ne vous permet pas de faire n'importe quoi. On ne vous permet pas d'utiliser des êtres humains, si petits soient-ils, pour essayer de trouver des traitements. Trouvez-en, ça d'accord, mais pas n'importe comment. Un cas de conscience enraciné dans un état de vie pour cette famille qui a perdu un fils et dont 2 autres enfants souffrent d'amyotrophie spinale, une pathologie cousine de la myopathie. Car si la finalité du grand show annuel de l'Association française contre la myopathie, l'AFM, n'est pas contestée, l'utilisation des fonds récoltés, elle, interroge.
Le financement de certains travaux sur l'embryon s'accorde mal avec les convictions humanistes et la morale chrétienne de la famille. En cause, les dérives d'une association qui, d'un côté, met en scène des myopathes et joue sur le registre compassionnel, et de l'autre, finance des recherches pour qu'ils ne naissent pas. Par extrapolation, pour la famille, ce seraient alors 3 de ces 10 enfants qui n'auraient jamais dû voir le jour. Je trouve que le Téléthon fait quand même beaucoup de bien parce que les gens sont habitués, ont moins peur, connaissent un peu mieux, voient un tas de reportages. Ce que j'aime pas, et je l'ai toujours dit, je ne l'ai pas caché, c'est que quand ils s'attachent à chercher comment soigner une maladie, ils commencent par chercher comment on va pouvoir dépister ça avant la naissance, alors qu'on ne peut pas guérir. Je dis ça ne sert à rien, mais pour eux ça sert à quelque chose, c'est pour pouvoir éliminer l'enfant. Alors on félicite les bébés thons qui sont donc, eux ils savent. Eux, ils savent que s'ils posent un peu de questions, ils savent que ces bébés-tons, ce n'est pas des enfants guéris, mais c'est des enfants qui ont échappé à la maladie et qui donc n'ont pas été tués avant la naissance. Mais qu'ils ont certainement des frères et sœurs qui ont été éliminés parce qu'ils étaient porteurs de la maladie. Donc eux, ils doivent se dire, papa et maman, c'est par erreur qu'ils ne m'ont pas éliminé, ou bien c'est parce qu'ils ne savaient pas, ou bien c'est parce qu'on ne leur avait pas dit. Je sais pas, enfin, vous imaginez tout un tas de questions de ce genre-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es une erreur? Non, il sait bien, c'est une vieille plaisanterie. Ils savent bien, on plaisante. Les Barrois préfèrent en rire, mais la colère est bien là. Pour autant, pas question de rejeter en bloc la grande œuvre de solidarité et de soutien aux familles que mène l'AFM. Des aides salutaires dont les Barrois ont profité eux aussi, entre autres par la venue régulière d'une personne de l'association. Bénéficiaire en même temps qu'accusateur, difficile d'avoir une position tranchée et de couper, au nom de l'éthique, la perfusion médiatique et financière sur laquelle sont branchés leurs propres enfants. L'AFM a donné des conseils quand il a fallu mettre un corset à Clément. C'est quand même eux qui m'ont aidé à me dire que le corset, c'était pas une horreur rajoutée à une autre. C'était un bienfait pour qu'il se tienne, parce qu'il tenait pas du tout. Après ça, de devoir avoir un fauteuil, le fait qu'ils nous aident, qu'ils nous conseillent, qu'ils nous aident à faire les dossiers de financement, tout seul, il y a des bonnes choses. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une recherche qui se fait. Et maintenant, il ne s'agit pas non plus d'être des profiteurs et de dire moi je prends tout ce que je peux puis je leur crache dessus dans le dos. Je peux aussi dire mais moi j'accepte votre aide pour ça, mais là je ne peux pas. Pour ne pas tourner en rond face au dilemme, une voie possible pour les Barrois. Pouvoir affecter son don. En d'autres termes, choisir et savoir où va l'argent que l'on donne. Une alternative au chèque en blanc contournant les problèmes éthiques et permettant à chacun de donner en accord avec sa conscience. Je vous dis, moi je pense qu'il faut dire je donne si je peux choisir. Pour que là-haut ils sachent que le clonage ça plaît pas, les embryons on touche pas. Je pense que ça serait en tout cas plus efficace que de dire surtout donnez pas, c'est des pourris, etc. Mais le don fléché et la transparence ne sont pas encore à l'ordre du jour pour l'AFM. Alors cette année, la famille Barrois participera à la démarche sans la cautionner et donc sans donner. Ils n'appelleront pas au boycott et iront même au lâcher de ballons prévu par l'école de leurs enfants. Un moindre mal, car la condamnation morale, elle, reste sans appel. Patrice de Plainquette, elle est absolument étonnante, cette mère de famille. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir en tant que reportage est extraordinaire. C'est extraordinaire d'abord parce que c'est impressionnant, parce que c'est beau, c'est superbe. Ça change le regard que l'on pose sur ces familles et sur ces handicaps, sur ces personnes handicapées. Mais je dirais là en tant que professionnel, que si on voyait un peu plus ce genre de choses, en règle générale à la télévision, l'information serait un peu plus équilibrée qu'elle ne l'est. Et on ne pousserait pas les gens dans la voie d'une pensée unique, solution unique, fausse solution d'ailleurs. On montrerait que ce que vivent les gens peut être extrêmement nuancé et qu'il y a un chemin d'humanité, y compris dans les épreuves les plus lourdes. Mais il faut bien dire que la grande machinerie médiatique, et là je dirais merci à KTO de diffuser ça, parce que la grande machinerie médiatique ne fait pas ce travail, ne s'en soucie pas, et même tente d'écraser, de balayer sous le tapis, comme disent les Anglais, ce genre de réalité humaine. Donc ce reportage est extraordinaire, et ce que dit cette dame est admirablement raisonné et argumenté. Je veux dire qu'à la limite, tout est dit. À la limite, tout ce que nous sommes en train de dire ici pourrait se résumer à ce que vient de dire cette dame, qui en plus est en première ligne. Et elle n'est pas un observateur,
elle a 2 enfants qui entrent exactement dans le cas de figure du Téléthon. Et elle dit, je ne suis pas d'accord, je réclame les dons fléchés. Mais elle participera toutefois aux manifestations du Téléthon. C'est une séquence absolument admirable, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de dons pour donner à la recherche que le Téléthon aujourd'hui? Il y a d'autres possibilités de dons pour donner à la recherche. Et puis, oui, il y a des associations qui vont promouvoir une recherche éthique. Je pense à la Fondation Jérôme Lejeune en particulier. Par ailleurs, je crois aussi qu'on peut s'interroger quand même sur l'aspiration de la générosité des Français pour la recherche médicale. Je suis le premier à souhaiter soigner, mais il ne faudrait pas non plus, alors qu'on investit déjà considérablement en fonds publics, qu'on investit considérablement en fonds privés, en fonds industriels, etc. Je suis toujours un peu perplexe sur cette espèce de fantasme d'espérer tout guérir, tout soigner. Et je pense que la santé, elle peut consommer l'intégralité de notre PIB. Elle peut tout manger. Je veux dire, cette recherche de santé et de se bien porter, il y a là peut-être quand même comme un fantasme de toute puissance qui me préoccupe un peu. Et je me dis, il ne faut pas qu'on oublie aussi tout ce qui n'est pas de l'ordre de la santé et qui mérite beaucoup d'attention et peut-être d'investissement de la générosité des Français. Donc, comme médecin et comme père d'enfants handicapés aussi, je suis un peu mal à l'aise, vous voyez, avec... moi, je reçois des demandes de dons pour des tas de trucs de recherche médicale dans tous les coins. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça, un petit peu de mal. Bon. Jean-Frédéric Poisson, alors on l'a vu, les évêques n'ont pas appelé au boycott du Téléthon, mais alors que doivent faire les catholiques qui s'interrogent? Est-ce qu'il faut donner, oui ou non, au Téléthon? Moi, je serais tenté de dire que la solution qui me paraît à la fois juste sur le plan de la conscience et prudente sur le plan de l'agir éthique, c'est effectivement d'exiger comme condition le fléchage des dons. Je pense que l'Église et l'Église et puis un certain nombre de gens, enfin l'Église au sens large, pas simplement l'Église comme institution, mais les chrétiens français, d'ailleurs pas que des catholiques pour le coup, il y a des interrogations aussi ailleurs, ont parfaitement posé le problème, comme je le disais tout à l'heure, à la fois d'accord pour financer la recherche et on est prêt à contribuer par notre générosité familiale ou personnelle à cet élan-là, mais ça doit se faire sous condition. Mais si ça doit se faire sous condition, eh bien il faut exiger les conditions. Mais ce fléchage n'existe pas encore, donc aujourd'hui, comment on fait? Eh bien voilà, vous avez donné la réponse, c'est-à-dire que si effectivement la condition n'existe pas, ma foi, il faut d'abord s'en assurer. Donc je pense qu'il faudrait interroger de manière... Parce que honnêtement, naturellement, quand on voit ces enfants... Certains vont donner, ils vont donner, et je pense que s'ils font un don, il n'est pas inutile sans doute qu'ils joignent une demande, un mail, un courrier en disant voilà, moi je vais donner tant, mais j'aimerais bien que soit pris en compte cette préoccupation. D'autres ne donneront pas. Contrariés par ces questionnements éthiques, pas convaincus de la nécessité d'aider le Téléthon. Peut-être qu'eux aussi pourraient interpeller et se retrouveraient peut-être dans un an ou deux amenés à apporter une contribution, parce que c'est sûr que quand on a vu la famille tout à l'heure qui a ses fauteuils, une aide matérielle et personnelle à la maison, on se dit mais que c'est important quand même. Et quel dommage, quel dommage si le Téléthon ne pouvait pas poursuivre dans toutes ces actions qui sont quand même vraiment utiles. C'est ça, parce que pour revenir sur le reportage, et je suis parfaitement d'accord avec Patrice de Plinquette sur le sujet, c'est un reportage magnifique. Et on comprend bien cette famille qui, au moment même où on voit, c'est d'ailleurs bien fait même sur le plan technique, si je peux me permettre cette appréciation, moi qui ne suis pas du métier, au moment même où Madame Barois dit finalement, ça pose vraiment des problèmes de conscience de financer de la recherche, on voit que le fauteuil roulant avec les systèmes d'aide à la respiration, etc., ça vient pas du placard de sa cuisine, on n'achète pas ça au supermarché du coin. Donc il faut bien des programmes de recherche pour aider aussi à mettre sur pied ce genre d'équipement et d'aide. Et donc, je termine en une phrase. Donc je crois qu'il y a là quelque chose qui me paraît tout à fait important. C'est ce genre de choses qu'il faut dire aux responsables du Téléthon. Et quand Xavier Mirabel dit « on donne en demandant quelque chose », ça veut dire nous ne devons pas, enfin en tout cas ce ne sera pas ma posture pendant ce Téléthon, au contraire, nous ne devons pas rompre le dialogue et envoyer d'un revers de la main tout ce qui est en train de se faire par ailleurs. Nous devons au contraire tout faire pour que le dialogue entre les exigences que nous portons et les responsables du Téléthon généralement pris, pour que ce dialogue soit maintenu et entretenu. Mais alors justement, il en est où ce dialogue? Parce que les évêques ont parlé, est-ce que les organisateurs du Téléthon les ont vus? Est-ce qu'ils ont discuté sur ces différentes questions des dons? Si des contacts ont eu lieu, ils n'ont pas été médiatisés. Donc on ne sait pas si le Téléthon, si les dirigeants du Téléthon persistent dans l'attitude hautaine de l'an dernier, dans le refus du dialogue. J'ajouterais à ce qu'a dit Jean-Frédéric Poisson que oui, il n'y a pas que les catholiques, il y a aussi les protestants. Il y a un comité protestant sur le handicap
qui est animé par les évangéliques. Et je rappelle que le nouveau président de la Fédération protestante de France est un évangélique et que ça va changer beaucoup de choses sur je dirais, la liberté de parole. Bon, bref, je n'insiste pas. Et puis, il n'y a pas que les chrétiens. Je fais allusion à ce livre intitulé Génétiquement incorrect, qui est sorti récemment, qui est écrit par un scénariste de télévision, d'ailleurs producteur. Nicolas Journet. Exactement, et qui lui-même est atteint d'une maladie génétique, et qui dit, mais il faut arrêter avec l'eugénisme. Je suis porteur d'une maladie génétique, je suis heureux de vivre, d'agir et de produire, et je suis en pleine existence. Je n'admets pas qu'on dise que je suis une existence diminuée, que je suis une vie dévaluée. Donc, et lui-même n'est pas du tout un chrétien. Il dit même, il y a deux choses qui me donnent les boutons, c'est les évêques catholiques et le Téléthon. Mais alors, Xavier Mirabel, quelle espérance donner à ces familles qui ont des enfants malades et qui sont face à ce dilemme des dons, des familles croyantes qui s'interrogent sur ce qu'elles doivent faire ou pas faire? Je crois que vraiment, à la fois le regard de compassion de l'Église envers ces familles est une évidence, si on veut bien le regarder, quoi, si on veut bien l'accueillir aussi et voir les œuvres multiples qui existent pour soutenir les personnes souffrant de handicap. Deuxièmement, en termes de recherche médicale, il faut soutenir les recherches éthiques. Et il y en a. Toutes les recherches, il y a un point immense pour chercher à soigner par le médicament, par les cellules souches qui viennent de l'adulte, qui viennent d'autres possibilités, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En tout cas, il y a un pan de recherche immense qui est ouvert et sur lequel il faut travailler, sans pour autant tomber dans cette espèce de fantasme qu'on guérira tout. Et la vie avec la maladie doit aussi être soutenue, même s'il n'était pas possible de guérir, même si nous resterons sans doute devant un certain nombre d'impasses, eh bien pour autant, la vie garde du sens. Et les personnes malades et leurs familles ont besoin qu'on leur témoigne du prix qu'elles ont à nos yeux, de la valeur qu'elles ont, du sens que leur vie peut avoir. Et dans ce sens, vraiment, je crois que ça peut être un signe d'espérance essentiel. Je voudrais, sur le téléfilm, sur le reportage qu'on a vu là, cette famille est exemplaire, mais d'autres familles avec des enfants handicapés vivent des souffrances immenses et ne partagent pas ce point de vue et peut-être seraient même, irrités par ce témoignage qui peut leur apparaître, c'est ce qui n'enlève rien à sa qualité, mais c'est toute la difficulté finalement quand on est confronté à la souffrance de familles et de personnes souffrant de handicap, effectivement de trouver des justes mots, ou parfois peut-être aussi de se taire et de trouver des gestes de présence, de compassion. On a besoin du Téléthon, mais on a aussi beaucoup besoin que les personnes souffrant d'un handicap soient accueillies dans nos villes, dans nos familles, que nos enfants soient proches, qu'ils n'en aient pas peur, qu'on fasse cette rencontre, qui est une rencontre, une fois qu'on l'a faite, qui est fondatrice pour nous, qui nous change en profondeur. Donc alors justement, est-ce que c'est pas un des grands intérêts du Téléthon, de voir ces personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir? C'est ce que dit cette maman dans le reportage. Au moins, on voit nos enfants et on n'a pas peur d'eux. On commence à s'habituer. C'est la télé aussi et que entre voir derrière un écran de télévision ou voir dans son école, dans son quartier, dans sa famille, il y a une grande différence. Donc je pense que c'est bien, c'est un préalable, mais il faut que si le Téléthon pouvait servir à ça aussi. Tout ce qui est sensibiliser à un problème est bon. Sensibiliser à un problème est bon, mais la question qui se pose ensuite, c'est vers quoi va-t-on canaliser l'émotion qu'on a suscitée? Donc il peut y avoir utilisation de cette émotion? Or, l'émotionnel est le ressort, c'est le carburant des médias. Alors l'émotion n'est pas mauvaise en soi, elle devient dangereuse si elle se substitue à toute analyse, à tout raisonnement. S'il n'y a plus de prise en compte des différentes données d'un dossier, s'il n'y a plus que l'émotion, là on fait faire aux gens n'importe quoi. Là il y a un problème. Et vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui prend la part belle? C'est l'émotion? Tant que le médiatique règne sans contrepoids, eh bien, c'est l'émotionnel qui domine, obligatoirement. Et si le médiatique prend l'ascendant sur le politique, l'émotionnel va s'imposer au politique et va diminuer la marge de manœuvre du politique. Tout ça, c'est un peu une cascade de causes et d'effets. Il faut faire très attention, il faut rééquilibrer les choses. C'est pour ça que des émissions comme celle-ci sont indispensables. Jean-Frédéric Poisson. Je vais parfaitement d'accord avec ce que mes deux convives, si j'ose dire, viennent d'évoquer. Une remarque et un certain nombre de remarques très très terre à terre, en m'en excusant presque. Il faut bien voir l'espèce de double impact. Il y a toute la sphère émotionnelle, médiatique qu'on vient d'évoquer, qui est d'une force terrible puisque ça génère des millions et des dizaines de millions d'euros de dons en 48 ou 72 heures. Il n'y a pas beaucoup, sinon pas d'équivalent en France en tout cas, certainement pas en Europe. Donc la mécanique fonctionne, l'émotion fonctionne.
Après, là, c'est l'élu local qui va prendre le relais, donc je tourne ma casquette d'un quart de tour. C'est toujours aussi difficile de faire respecter par les gens les places de stationnement pour les handicapés. C'est toujours aussi difficile de faire aux services techniques en priorité dans les villes des bateaux pour que les fauteuils puissent rouler correctement. C'est toujours aussi difficile de faire comprendre aux gens qui construisent des immeubles qui doivent être accessibles aux handicapés intégralement. C'est toujours aussi difficile de dire aux hôteliers, vous devez avoir un quota de chambres qui sont équipés spécifiquement pour les personnes handicapées. Ah bah oui, mais vous comprenez, elles sont plus difficilement vendables que les autres. C'est pas ça le problème, il en faut, donc il faut les faire. Tout ça est toujours aussi compliqué. Et pour ça, vous l'expliquez comment, cette dissociation problème des deux mais je pense que c'est pas justement, ça n'est pas vécu comme une dissociation. C'est ça qui est dangereux, c'est on est dans la sphère émotionnelle de la recherche, qui est dans une case. Donc là, ça mobilise. Là, on y va, c'est bon, on a bien vu. Une espèce d'accomplissement de son devoir presque par oui, je fais un chèque, donc je suis quelqu'un de bien, ce qui est d'ailleurs vrai. Donc on est généreux sur 24 heures. Non, mais je crois qu'on ne va pas au bout de ce qu'évoquait Xavier Mirabel tout à l'heure, c'est-à-dire l'enjeu derrière ça, c'est l'intégration pleine et entière des personnes handicapées, de toutes les personnes. Il y a une phrase de Michelet qui disait à peu près, si la cité exclut ne serait-ce qu'une seule personne, je n'en suis pas. Pour les handicapés, bien entendu, ça vaut pleinement. Et donc, il y a cet enjeu qui est également dans le monde du travail, c'est pareil. J'ai réuni il n'y a pas très longtemps des gens, des responsables économiques, qui m'ont dit, aidez-nous. Et l'association de personnes handicapées était présente. Nous, on a besoin d'aide pour savoir qu'est-ce qu'on dit à nos équipes, qu'est-ce qu'on dit à nos cadres. Est-ce que les personnes handicapées s'accueillent comme les autres? Est-ce que non? Voilà. Donc il y a tout ça, il y a cette dissociation qu'il faudra traiter. Docteur Mirabel, derrière ces images, cette utilisation médiatique, ou en tout cas ce grand spectacle médiatique, est-ce qu'il n'y a quand même pas du crédit scientifique dans le Téléthon? Il y a des chercheurs qui interviennent, il y a des scientifiques. Il y a un travail scientifique considérable qui est fait. Et en dehors de l'activité, entre autres, de Marc Péchanski, de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, de tout ce qui va toucher au diagnostic prénatal, qui nous préoccupe et qui nous révolte de cette façon, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui ont fait progresser la médecine sur des champs qui sont des fois parallèles. On voit bien, entre autres, sur les bases de données qui s'intéressent aux maladies orphelines, qui ont été en partie promues et soutenues par le Téléthon, Orphanet. Moi, ça me sert pour des malades en cancérologie, pour un certain nombre de pathologies qui sont exceptionnelles et pour lesquelles ça peut être une base de recours pour des familles qui cherchent des renseignements, etc. Donc, il y a des tas de trucs intéressants, il y a des soutiens qui débordent largement la question du Téléthon. Ça serait d'autant plus dommage, d'ailleurs, que cette espèce de crispation un peu pathétique, je trouve, sur cette recherche sur l'embryon, en vienne à abîmer tout ce qui est excellent par ailleurs. Mais pourquoi il y a une crispation, selon vous, autour de l'embryon? De pouvoir. Certains veulent avoir une liberté totale d'action. Leur liberté leur semble plus importante que toutes les réflexions éthiques, philosophiques, spirituelles, etc. C'est une question de pouvoir. Et pourquoi sur l'embryon plus que sur d'autres pistes de recherche? Parce que l'embryon, c'est le seul champ qui nous reste avec l'euthanasie pour avoir tout pouvoir sur la vie humaine. Et donc, c'est une espèce j'oserais dire, une forme de folie qui conduit certains chercheurs à vouloir à tout prix avoir carte blanche sur l'homme du début jusqu'à la fin. Pouvoir complet. Voilà. Donc on touche là à quelque chose de très profond. Parce que les progrès qu'on espère sur le plan médical, etc., certes, ils vont peut-être venir, on ne sait pas, peut-être par cette piste-là, peut-être par d'autres. Vous savez, depuis le temps il y a quelques années, on nous disait l'interféron révolutionnera la cancérologie. Aujourd'hui, l'interféron, on cherche un peu où il peut servir. Bon, donc on voit bien qu'on a des modes, il y a des effets de mode, il y a des effets d'annonce. On va trouver à soigner, on va avancer, on va progresser. Mais il y a une question de pouvoir, de fascination sur l'embryon. Et ça, c'est préoccupant parce que ça touche à quelque chose de plus profond finalement que... Vous l'avez dit, si l'attention est polarisée sur ces recherches sur les cellules embryonnaires, il existe des alternatives. Oui, des études portent notamment sur les cellules du cordon ombilical, une nouvelle méthode scientifique que pourrait approuver l'Église. On regarde. Utiliser le liquide entourant le fœtus pour la recherche scientifique n'est pas un péché. Le Vatican a ainsi accueilli favorablement l'étude publiée par la Wake Forest University. Le nouveau rapport fait état de la découverte de cellules dans le liquide amniotique pouvant être utilisées en alternative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Une étude qui ne pose aucun problème éthique. C'est formidable parce que le liquide amniotique n'est pas une partie du fœtus, donc l'enfant dans le sein de sa mère ne sera pas atteint par l'extraction de ces cellules souches.
Nous espérons utiliser ces cellules souches à l'avenir afin d'obtenir des tissus pour les thérapies régénératives par exemple. Avec la découverte de ces cellules, les médecins ont commencé à faire des recherches avec le tissu nerveux, comme avec le tissu du foie et du cœur. Mais il faudra encore des années avant que la découverte bénéficie directement aux patients. Le Vatican se préoccupe pour l'instant de la façon dont ces cellules souches vont être extraites. Il faut attendre de voir ce que les gynécologues experts du sujet diront, parce qu'il y a des scientifiques qui disent qu'extraire des cellules souches du liquide amniotique durant les premiers mois de gestation pourrait causer des dommages à l'enfant. Selon la chercheuse italienne Maria Cristina Tirindelli, le risque est minimal dans la mesure où cela fait des années que les défauts prénataux sont diagnostiqués de cette façon sans que cela ne cause de dommages au fœtus. Le cardinal Lozano Barragan estime lui que cette nouvelle découverte montre que l'Église n'est pas contre les avancées de la science. La science ne crée pas, elle révèle ce que Dieu a créé. Comment pourrait-il y avoir une contradiction entre la création de Dieu et ce que la science découvre sur la création? Cela serait absurde. La science et la foi ne sont pas à l'opposé, même si chacune a ses propres normes. Le ministre de la Santé du Vatican considère donc cette dernière découverte comme un vrai pas en avant, améliorant la vie de nombreuses personnes sans causer de tort à l'enfant non encore né. Voilà un exemple de recherche sur le liquide amniotique et non sur le cordon, hein, comme on l'a dit dans le lancement de ce reportage. Patrice de Plainquette, ça montre bien que l'Église n'est pas contre la science. Ça montre bien que l'Église, elle pense qu'elle dit ce qu'elle pense. Depuis le début, elle dit la science doit chercher et trouver, mais en s'interdisant certaines voies qui sont déshumanisantes et qui sont même éventuellement inhumaines. Mais il y a la piste du cordon, il y a la piste du liquide amniotique, il y a la piste du poil qu'ont mis en valeur des chercheurs subventionnés par L'Oréal, il y a la mise en valeur et il y a la découverte du professeur Yamanaka de Kyoto, dont nous parlions tout à l'heure, qui lui a réussi à reprogrammer des cellules ordinaires pour leur faire produire les mêmes effets que des cellules souches. Alors là, on est dans la révolution, et on est tellement dans la révolution que Jean-Claude Ameisen, qui est le patron du comité d'éthique de l'INSERM, attention, est allé jusqu'à dire « Maintenant, on ne pourra plus dire il n'y a pas d'autre moyen que la recherche sur les embryons. » Docteur Mirabel, alors ces pistes de recherche, ce sont des nouvelles perspectives pour la myopathie? Pour la myopathie, écoutez, là, je ne suis pas compétent pour répondre spécifiquement sur la question de la myopathie, mais sur tout ce qui est dans le recherche, tout ce qui est recherche sur les cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou adultes, il y a effectivement beaucoup de possibilités qui ne posent pas de problème éthique. Sauf que ce reportage, il est plein d'espérance, parce que finalement, on se rend compte que vouloir faire de la recherche médicale en respectant l'éthique, ça n'est pas se freiner, c'est au contraire avancer plus et de façon plus intelligente. Respecter l'homme n'a jamais été une contrainte en recherche médicale, bien au contraire. C'est la façon d'avancer et d'avoir vraiment une recherche ça nous rend plus intelligents, c'est plus exigeant, c'est plus difficile, mais ça permet d'avancer dans des pistes qui seront des vraies pistes pour soigner. Donc, moi, je trouve ça vraiment profondément encourageant. Alors, l'Église catholique se prononce. Bon, c'est super. En même temps, c'est navrant, parce qu'on aimerait que d'autres parlent aussi, quoi. Il y a tous les humanistes qui sont légion dans tous les coins. Qu'est-ce qu'ils attendent? Enfin, qu'est-ce qu'ils attendent pour affirmer que l'être humain mérite d'être respecté, quelle que soit sa taille, son âge, son état de santé, etc. Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ce silence, selon vous? Parce que le politiquement correct, aujourd'hui, pèse assez lourd, voilà, et que ceux qui ont le courage de parler, c'est avant tout l'Église catholique, quoi, puis aussi nos amis protestants évangéliques, certainement, et puis quelques autres, mais ils ne sont pas si nombreux. Et tout de même, quelquefois dans la presse, Jean Yvenot dans Le Monde, et dans le bulletin médical suisse, fait de bons articles. Tout à fait d'accord. Et très objectifs. Absolument. Il y a là un vrai changement aussi. Oui. Mais je pense que justement, le discours de l'Église, au fond, c'est pas le discours de l'Église, c'est le discours du bon sens, le discours de l'Église. Hein. C'est le discours du bon sens, de l'évidence, de la compréhension des enjeux scientifiques. Et dans ce sens-là, il est rejoint. Il y a plein de scientifiques qui se disent, ouais, ils ont raison. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas des scientifiques qui orientent la recherche différemment et de plus en plus l'actualité l'a montré ces derniers jours? Père de Dolly, la première dit finalement, à la suite de la découverte dont vous disiez à moi il y a un instant, là, de cette possibilité de reprogrammer les cellules souches de la peau, dit je vais abandonner mes recherches sur le clonage pour me recentrer là. C'est bien plus intéressant, économiquement c'est plus rentable, c'est plus facile, on a l'impression que ça va marcher. Et Winnicott ne se prononce pas du tout pour des raisons morales, mais pour des raisons strictement pratiques, d'efficacité de la recherche. Ça ne fonctionne pas. Alors là, on est sur un terrain
extraordinairement solide. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Regardez, Jan Wilmut, le père de la, si j'ose dire, de la brebis Dolly. Eh bien, il dit, les embryons humains, j'y touche plus parce que ce n'est plus la peine. Tant mieux. Réjouissons-nous. Alléluia. Jean-Frédéric Poisson. Oh, tout a été dit à peu près par mes deux excellents camarades, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense quand même que je suis à la fois plein d'attentes et en même temps un peu circonspect, parce que les pressions qui pèsent sur le monde scientifique sont très très lourdes. N'oubliez pas jamais, que nos auditeurs n'oublient jamais que derrière tout ça, il y a le financement des laboratoires. Que ce financement des laboratoires est assis sur des critères qui sont d'un arbitraire absolu et qui prennent en compte malheureusement des choses que nous venons de condamner ici, ou dont, du moins nous espérons la disparition. Donc tout ça est compliqué, y compris pour les chercheurs. Et certains, effectivement, qui en coulisses peuvent dire on a bien compris, mais on ne peut pas faire autre chose. Ils ont des difficultés réelles, mais néanmoins, je ne vois plus maintenant ce qui, dans les débats parlementaires que nous aurons bientôt sur la bioéthique, dans une année maintenant ou un peu plus, je ne vois plus comment on peut justifier de maintenir, notamment dans les crédits du ministère de la Recherche et dans les facultés de médecine et ailleurs, la recherche sur les cellules souches embryonnaires qui, visiblement, ne sert plus à rien. J'ajoute un point quand même, on le sait depuis longtemps. Depuis longtemps. Xavier Mirabel, l'AFM, l'Association française contre les myopathies, elle réfléchit à ces nouvelles pistes de recherche ou pas ? Bien sûr qu'elle a réfléchi à ces nouvelles pistes de recherche. Bon, je ne suis pas membre de leur comité d'éthique ou leur comité scientifique, mais à l'évidence, la réflexion, elle est là. Et là aussi, j'espère que finalement le bon sens et l'efficacité très, très concrète et pragmatique va amener l'AFM petit à petit à se réorienter vers les pistes de recherche qui nous rassurent et qui nous conviennent. Donc, je ne suis pas forcément pessimiste sur le moyen ou le long terme. Non, ce qui est plus surprenant quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce refus de débattre aujourd'hui. Alors que dans les médias... Précisons justement que l'AFM n'a pas souhaité intervenir dans cette émission. Oui, c'est surprenant. Bon, voilà, Et l'opinion publique, comment elle réagit ? Vous avez l'impression qu'elle a conscience de ces enjeux Je pense qu'en tout cas, elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer. Elle reste fascinée par les progrès de la science, de la médecine, de la technique. Par le côté festif. Et voilà. Après ça, elle reste aussi émue et touchée par le Téléthon, qui est quand même un événement tellement exceptionnel. Bon. Mais l'opinion publique, elle est pleine de bon sens et si elle comprend ou si on lui révèle qu'il y a quelques excès, elle va sans doute souhaiter que ces excès disparaissent pour garder ce qui est beau dans le Téléthon. Mais elle a conscience de l'excès en tant que tel ? Non, je pense que les débats qui ont lieu cette année, l'année dernière... Vous animez ce blog. À partir du moment où les grands médias ne peuvent pas cacher l'évolution de la recherche vers d'autres pistes, permettant de trouver dans le reste de l'organisme humain des cellules pluripotentes qu'on n'aurait pas imaginé être pluripotentes il y a 15 ans. C'est ça la grande nouveauté. Du moment qu'on dit aux gens, mais vous savez qu'il y a d'autres pistes, pourquoi ne pas s'y engager ? Les gens n'ont plus de raison de dire non. On leur avait persuadé qu'il n'y avait que la piste du tout embryon. Ils en étaient persuadés. Ils croyaient qu'on voulait fermer la seule porte de recherche. On leur a dit maintenant, premièrement, c'est une porte de recherche qui n'a pas donné de publication scientifique, qui n'a pas donné de résultat. Deuxièmement, d'autres portes s'ouvrent, probablement beaucoup plus prometteuses. Alors on en est au début de ces... À partir de là, l'opinion, normalement, va basculer, obligatoirement. Les gens ne sont pas idiots. Hein. En quelques mots, Jean-Frédéric Poisson, vos administrés réagissent sur cette question de temps en temps ? Oui et non, assez peu. Enfin, ça n'est jamais un thème de campagne électorale, c'est rarement un thème de conversation spontanée. Il y a quelques spécialistes dans ma circonscription comme ailleurs qui s'intéressent à ça de très près et avec lesquels je converse, mais pas plus. Vous soutenez les manifestations qui vont avoir lieu là ces jours-ci Je ne savais pas qu'il y avait des manifestations qui étaient organisées. Autour du Téléthon à Rambouillet. Autour du Téléthon. Non, je ne soutiens pas la manifestation. Il faut que je soutienne les gens. Encore une fois, on ne peut pas les lâcher en race campagne. Mais dans les prises de parole publiques que j'aurai l'occasion de faire, certaines dans la presse écrite, certains de vos confrères radio et le soir même des manifestations, je dirais ce que j'en pense sur le fond, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci à tous les trois pour toutes ces explications. Avant de conclure, un conseil de lecture sur la question. D'abord, votre livre sur ces questions bioéthiques, L'homme contre l'homme, Jean-Frédéric Poisson. C'est aux presses de la Renaissance. Et puis, un autre ouvrage, cette fois-ci, Patrice de Plaquette, vous en parliez tout à l'heure, un témoignage de Nicolas Journet, un malade témoigne. Le
le titre du livre Génétiquement correct. Enfin, signalons l'adresse de votre blog, Patrice de Plainquette, www.plainquette.hautefort.com. Et voilà, n'hésitez pas, bien sûr, vous qui nous regardez, à nous adresser toutes vos réactions, vos commentaires à l'adresse réaction@ktotv.com. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de KTO Magazine. Au revoir.